C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pote, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Pourquoi les All Blacks et les Springboks, vont tous jouer au Japon durant cette après Coupe du Monde? Pourquoi il y a autant de joueurs? Pourquoi une telle réunion? Et c'est pas nouveau, Philippe Spanghero. Quand et comment le Japon est-il devenu une destination prisée des internationaux néo-zélandais et sud-africains? Alors non, c'est pas nouveau. Par contre, là, on voit que ça s'accélère parce que on multiplie les grands noms qui décident d'aller jouer dans ce championnat. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs et ça date de quand? Ça date de quelques années déjà. C'est surtout les Sud-Africains au départ qui ont instauré ça. Pourquoi? Parce que le championnat japonais est vraiment très court et les gros joueurs sud-africains, j'ai eu le cas avec des joueurs avec lesquels je travaillais au Shark, qui avaient des grosses rémunérations portées en partie par la fédération et en partie par leur club, la fédération et le club acceptaient de les laisser partir pour une période d'à peu près 5 mois, la durée du championnat japonais, pour soulager le salaire et permettre aux joueurs de vivre une autre expérience. Donc ça a démarré comme ça. C'était pour ces raisons-là principalement au départ. Et puis là, c'est devenu beaucoup plus récurrent parce que en plus aujourd'hui, à la vue du phénomène, les fédérations ont assoupli un peu leurs règles puisque avant, notamment en Nouvelle-Zélande, les joueurs qui jouaient pas dans le championnat néo-zélandais n'étaient pas éligibles à la sélection. Et puis là, la fédération est en train de faire marche arrière pour permettre justement à ces gros joueurs d'aller chercher l'argent qu'ils peuvent aller espérer chercher dans ce championnat japonais. Et donc, ce changement de politique change la donne. Ouais, un changement de politique et puis jouer au Japon n'empêche pas de rester performant. On l'a vu, hein, c'était une preuve avec la Coupe du Monde puisque par exemple les Peter Steph du Toit, tous ces joueurs-là jouaient du côté donc du Japon. Il y a pas de baisse de performance. Parfois on dit dans le foot, oui, mais les joueurs ils vont au Qatar, en Arabie Saoudite, ils vont peut-être aussi bons, leur carrière internationale est finie. On peut pas vraiment l'appliquer ça au rugby avec le phénomène japonais. C'est vrai que c'est particulier. Honnêtement, de voir les joueurs qui ont évolué dans le championnat japonais à ce niveau, ça interpelle parce que quand même, il y a encore un écart de niveau assez fort dans ce championnat avec les gros championnats qu'on connaît ailleurs. C'est un jeu encore avec une culture vraiment de l'évitement, peu d'affrontements physiques, une dimension physique beaucoup moins importante que ce qu'on connaît au haut niveau international et ce qui prépare à des échéances comme la Coupe du Monde. C'est vrai que quand on voit Peter Steph du Toit, tu l'as cité, c'est le meilleur exemple. Il finit pour moi, alors petite parenthèse, l'anomalie, c'est ce joueur qui n'est pas dans le 15 mondial, parenthèse refermée, mais ce joueur qui fait une Coupe du Monde monstrueuse, en effet, a répondu présent alors qu'il joue dans le championnat japonais. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, comme je le disais, les joueurs faisaient souvent les allers-retours. Par exemple, un joueur comme Luka Nyuam était libéré par les Sharks. Il y avait un accord entre les Sharks et le club japonais où il jouait. Et puis il jouait un peu dans les deux, donc ça maintenait quand même un niveau sportif, mais ça devient de moins en moins le cas, c'est-à-dire que les joueurs acceptent d'aller faire une saison dans le championnat japonais. Ce qu'on peut dire aussi comme élément de réponse, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette fenêtre de tir, elle est très courte, c'est moins de 6 mois ce championnat japonais si tu vas au bout et que tu es champion. Avant les phases finales, c'est 5 mois. Et donc, quelque part, ça permet aux joueurs de très haut niveau de se régénérer beaucoup plus. Ils jouent beaucoup moins, d'être beaucoup plus frais au moment des préparations des grosses échéances comme les Coupes du Monde et d'arriver en pic de forme au moment de la compétition. Et quel intérêt pour le rugby japonais de faire ça? Est-ce que c'est seulement économique pour les Japonais, pour la fédération aussi japonaise, ou est-ce qu'il y a l'idée aussi de créer des passerelles, peut-être de discussion, de gouvernance avec les fédérations japonaises, néo-zélandaises, sud-africaines? Pourquoi pas s'allier à l'avenir sur d'autres projets? Comment tu l'expliques que le Japon accepte de briller autant par les stars étrangères?
Alors il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a une dimension économique qui est quand même colossale puisque c'est le seul championnat du monde qui est un championnat d'entreprise encore aujourd'hui, même s'il y a des discussions quand même pour sortir de ce schéma-là historique. Mais donc aujourd'hui, les clubs sont détenus par des entreprises. C'est un peu des clubs corpos, on pourrait appeler ça ainsi en comparant chez nous, avec des moyens financiers colossaux. On parle d'entreprises qui se chiffrent en milliards de chiffres d'affaires et qui ont leur siège au Japon. Donc quelque part, c'est à remettre en perspective 1 million d'euros donnés à une star néo-zélandaise avec ce que ça pèse dans l'économie d'entreprise comme ça. Mais clairement, je reviens aux discussions qu'on a eues souvent sur ce nouveau rugby des fuseaux horaires et on voit ce qui est en train de se dessiner dans la zone Asie-Pacifique. On a vu l'annonce de ce rapprochement entre la Fédé néo-zélandaise et la Fédé japonaise et clairement le Japon veut jouer un rôle dans ce bloc-là, un rôle important. Et ils ont ce rôle-là à jouer, ils peuvent ambitionner de jouer ce rôle-là parce que l'économie japonaise est très forte. Ce pays s'est quand même vraiment bien éveillé au rugby maintenant, il y a une culture rugby qui est née. Et donc, l'idée du Japon, clairement, c'est d'attirer encore plus les projecteurs sur son championnat pour peser un peu plus dans les instances internationales et dire, demain, quelque part, le bloc fort de cette zone-là, ce sera le rapprochement Nouvelle-Zélande-Japon, bien au-delà des Sud-Africains. Historiquement, il y avait cette relation avec les joueurs sud-africains qui allaient jouer là-bas. Mais demain, avec le rapprochement beaucoup plus vers le nord des Sud-Africains, avec un autre fuseau horaire, une autre réflexion et tournée vers une autre vision, les Sud-Africains vont sortir du jeu de ce bloc-là. Donc voilà ce que jouent les Japonais. Et c'est plutôt bien fait, donc c'est pour ça que dans le temps, on va avoir, pour moi, un focus vraiment des stars néo-zélandaises plus que des stars sud-africaines dans ce championnat-là. Merci beaucoup Philippe Spanghero. On va rentrer dans la partie débat. On te libère. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer. On va lancer le débat avec Adrien Abadi, avec Julien Thomas et avec Quentin Cabanis. La question est simple. Avec toutes ces informations précieusement délivrées par Philippe Spanghero, est-ce que le Japon pourrait un jour devenir un championnat majeur sportivement au niveau par exemple du top 14, de l'URC, de la première chip ou du super rugby? Tour de table et on détaille. Adrien Abadi. Au niveau du top 14, moi ça m'étonnerait quand même. Quentin Cabanis. Je pense pas. Julien Thomas. Tu as dit un jour. Donc, j'ai dit un jour. Rapidement ou non, voilà. J'ai dit un jour. Moi, je pense que peut-être que oui. Mais quels sont les freins? Alors, vous êtes deux à dire non. Julien Thomas, tu en trouves la porte. Pourtant, Julien, je sais, toi, ce qui t'embête, c'est que les joueurs, les stars, elles y vont que pour l'argent. Alors, comment tu deviens un grand championnat quand les gens viennent que pour l'argent? Mais là, ils veulent faire connaître le championnat. Tu fais venir les stars mondiales du 15 de part et d'autre, mais ils ont 35 balais, ils y vont, c'est pas pour aimer le championnat japonais, c'est qu'ils ont le chèque qui va avec, il faut se dire les vérités. Et ils ont raison. Si on leur propose, quand tu vois quand même les équipes et que comment elles s'appellent, c'est Toshiba, c'est Mitsubishi, donc ça c'est des grandes donne-en un troisième s'il te plaît. Des grandes entreprises qui ont quand même l'argent. Non, mais c'est pas japonais Quentin, ça c'est vrai. Donc non, mais c'est des équipes, c'est vraiment c'est pour ça qu'on peut Shimizu. le nom, mais Shimizu voilà. Blue. Mais c'est quand même donc il peut y avoir l'économie, il peut y avoir donc pour faire tirer on va dire l'attention et puis surtout mettre un peu les projecteurs sur ce championnat, t'es obligé de faire venir parce que qui on connaît de stars japonaises du rugby mondial, on connaît pas eux, à part l'arrière qui était venu à Clermont, voilà. Donc il faut faire venir, quand même des noms qui te permettent d'attirer un peu les projecteurs sur ce championnat. Maintenant les mecs en plus ils prennent un gros chèque, donc ils sont contents. Et c'est vrai que moi je pense dans l'avenir, parce que tu as dit un jour, donc je pense pas que ce soit demain, mais peut y avoir un championnat qui soit compétent et compétiteur et rivalisé peut-être avec un top 14 ou compétitif face à un top 14 peut-être. Pourquoi Quentin Cabanis, c'est un nom? Tu n'imagines jamais le championnat japonais arriver un jour à hauteur de la première chip, de l'URC, du top 14 ou du Super Rugby? Pourquoi? Alors déjà, je pense qu'il y a un côté historique.
déjà avec des équipes qui n'ont pas la renommée de celle du top 14, qui font pas forcément rêver. Par exemple, quand t'as le nom Stade Toulousain, t'imagines déjà, même peu importe l'équipe qui est sur le papier, c'est un grand club qui arrive, il y a l'histoire qui est derrière, donc je pense que déjà il manque la partie historique à ce championnat. Mais pas le Castres Olympique par exemple. Ça peut être le Castres Olympique aussi, forcément. Mais je sais pas, j'entends un Castré dire le Stade Toulousain tout de suite. Donc je sais pas, c'est peut-être le club, ça reste quand même le club le plus parlant quand on parle de top 14, je pense. Le Stade Toulousain. Avec le Stade Français, si tu veux, oui. Julien, il n'y a pas de problème. Avec le MHR aussi, si tu veux, la section paloise, on peut citer tous tes clubs. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi je pense qu'il manque le côté historique à ce championnat. Alors ça va se créer et ça va mettre beaucoup de temps. Mais il y a aussi une question de Après, j'ai dit sportivement. Il y a une question de sportivement c'est différent, mais le problème c'est que tant que ce sera pas des joueurs en pleine possession de leurs moyens qui vont les rejoindre, ça va être compliqué et ça peut se ressembler par exemple au championnat de foot du Qatar qui a essayé il y a quelques années de ramener beaucoup de stars et ça a jamais vraiment démarré et l'Arabie Saoudite a ramené tout le monde au même moment, mais quand tu vois les moyens qu'ils ont employés au foot pour faire venir toutes les stars, et le championnat intéresse quand même pas grand monde non plus, tu te dis que le Japon c'est pas avec une dizaine de stars qui pourront être le championnat suivi ou le championnat fort qui pourrait intéresser la planète. Adrien Badi, est-ce que tu rejoins ce que dit Quentin ? Ouais, exactement, je rejoins ce que dit Quentin et on l'a vu dans tous les sports. Finalement, c'est pas l'argent qui va faire. Tu peux pas t'acheter une notoriété, quoi. Exactement, c'est pas l'argent qui va faire de toi un championnat compétitif et c'est pas en ramenant 10-15 stars à grands coups de chéquier que tu vas faire d'un championnat un championnat compétitif au même titre que le top 14 ou que le Super Rugby, etc. Comme on l'a dit, c'est des championnats qui sont historiques, qui ont déjà une base très solide qui s'est construite au fil du temps et les mecs historiques, mais dans notre championnat à nous en fait peut-être il y a une équipe là-bas qui peut gagner 20 fois le mais du coup ils auront un club historique là pour eux là-bas et donc nous on parle par rapport à notre championnat. Oui, mais tu gagnes 20 fois mais finalement ça manque de compétitivité. Là je te rejoins Julien, c'est-à-dire que on parle de couverture médiatique, on parle d'audience sur les réseaux sociaux, tout ça pour les clubs japonais, mais est-ce qu'ils ont eux déjà s'ils arrivent à conquérir les japonais, c'est déjà énorme. On parle d'un pays de 150 millions d'habitants. C'est colossal. Il n'y a pas d'autres pays de rugby dans le monde avec autant d'habitants aujourd'hui. Et surtout quand tu connais le travail accompli, leur ambition et qu'ils veulent aller au but final, honnêtement, il y a de quoi développer. On le voit même avec l'équipe nationale. En plus avec l'hémisphère sud, avec les nations qu'il y a pas très loin, peut-être à rentrer dans des championnats de fuseaux horaires dont parlait Philippe, etc. Je pense qu'ils peuvent approfondir vraiment leur championnat. Ouais, mais là tu parles de rentrer dans les championnats de fuseaux horaires. Donc tu vois, c'est affronter les équipes d'autres championnats, c'est pas leur championnat qui monte. Nous, on est bien en Coupe d'Europe. Bah voilà. Donc du coup, ça leur permettrait d'évoluer, de grandir, et puis après ils auront le championnat. Mais je pense pas demain. Est-ce que le problème c'est l'Italie après-demain, ça peut devenir un bon championnat. Après-demain. Ouais, mais attends, Julien, contre-exemple, si demain le championnat japonais devient sportivement très solide, heurté, costaud. Est-ce que tu auras autant de stars qui viendront se reposer pour un paquet de fric ? Pas sûr, hein. Parce qu'ils auront plus de chances de se blesser, ils auront, tu vois, et ça change la donne. Là, ils vont pas prendre le chèque et être en vacances. Mais par contre, ceux qui vont aller, ils prendront le chèque, un bon chèque, mais en plus, ils seront dans un championnat compétitif. Oui, mais tu préfères, ils seront cramés. T'es néo-zélandais, tu préfères jouer ton championnat, ou le Super Rugby qu'aller jouer au Japon, si c'est la même difficile. Qui sont dans le championnat et qui sont dans les clubs autres. Et voilà, c'est pas le même salaire. Et puis si t'en as plein qui sont dans d'autres équipes, je dis pas de 2 joueurs dans le championnat. Et ça se trouve, il va y avoir une. Après, ça reste loin aussi. Je veux dire, c'est à 11 heures de ta famille, quel que soit le pays d'où tu viens. Non, mais bien sûr. Mais quand tu prends un gros chèque, des fois, tu y vas quand même. Et en plus, c'est une expérience à vivre, je pense. Et puis c'est quelqu'un qui connaît les gros chèques et les changements de club qui vous dit ça. Écoutez quand même. Exactement. La transaction. Jamais chose évidemment, Julien. Merci beaucoup en tout cas à tous pour cette question et ce débat derrière la chronique de Félix Manguero.